Elles ne se sont même pas rendues compte des documents qu'elles signaient. Jusqu'au jour où une cliente porte plainte. Elle s'est fait vider son assurance vie de 80 000 euros. Les enquêteurs découvrent alors 7 autres victimes depuis 2008. La conseillère, emprisonnée à Versailles depuis mardi, risque 7 ans de prison et 750 000 euros d'amende pour abus de confiance aggravé. La Poste veut se constituer partie civile et indemniser les victimes au plus vite. 500 enfants d'une école maternelle et primaire du 4e arrondissement ont dû être évacués de la piscine municipale Saint-Méry en raison de l'émanation de chlore et de javel. 8 enfants et 5 adultes ont été hospitalisés. Ils souffrent d'irritation, mais leur état n'inspire aucune inquiétude. La rue du Renard, dans le quartier du Marais, a dû être fermée à la circulation durant l'intervention des secours et tout est rentré dans l'ordre en tout début d'après-midi. Cette affaire de discrimination maintenant dans le parc social des logements d'Île-de-France. Le GIREP, l'un des plus gros bailleurs, a été condamné par le tribunal correctionnel de Nanterre, non pas pour discrimination raciale, mais pour le fait d'avoir tenu des fichiers sur les candidats au logement. Un demandeur estimait, vous vous en souvenez, s'être vu refuser un logement au seul motif qu'il était noir. Les explications de Céline Cabral avec Isabelle Audin. Frédéric Thibouillou n'arrive pas seul au tribunal. Sa cause a mobilisé. Il se bat depuis 9 ans pour faire reconnaître que la société HLM, le GIREP, fiche ses locataires selon leur origine raciale. À ses yeux, c'est parce qu'il est noir qu'il n'a pas eu accès à un appartement. Aujourd'hui, la justice lui a donné raison en partie seulement car seul le fichage ethnique a été reconnu. Malgré tout, son combat n'a pas été vain puisqu'il permet la condamnation de GIREP sur ses pratiques. S'il y a de la déception pour Frédéric Thibouillou, c'est parce que la société HLM a été partiellement relaxée des faits de discrimination pour lesquels elle était poursuivie. Je veux dire que nous sommes très soulagés, parce qu'effectivement, cette discrimination raciale, ce n'est pas du tout l'image de notre société. Je pense que nos collaborateurs vont être très satisfaits aussi de cette décision. Le bailleur social est soulagé, mais pourtant condamné à 20 000 euros d'amende. Les faits remontent à 2005. Frédéric Thibouillou voulait un logement à Nanterre. La Logirep, l'un des plus gros offices HLM d'Île-de-France, le lui refuse. Motif invoqué, un article de la loi contre l'exclusion qui ne dit rien à Frédéric. Pour en savoir plus, le jeune homme appelle le bailleur et enregistre la conversation. Déjà beaucoup de personnes d'origine africaine et antillaise. Ah d'accord, donc moi parce que je suis d'origine ivoirienne, je m'appelle français d'origine ivoirienne, je ne peux pas rentrer dans cette tour alors. Dans cette tour-là, non. C'est cet enregistrement dont la société HLM se désolidarise totalement qui a valu au bailleur social de se retrouver devant la justice. Aujourd'hui, 61% des Français réclament des sanctions judiciaires plus sévères dans ce type de cas, selon un sondage pour les associations de lutte contre les discriminations. Il faudrait justement que le gouvernement entende ce message-là et prenne des mesures radicales pour mettre fin à ces pratiques d'un autre temps. Si la société HLM a été condamnée aujourd'hui, c'est pour avoir réalisé le fichage ethnique de ses locataires en fonction de leur couleur de peau et de leur origine. La discrimination raciale a été reconnue mais n'a pas été imputée au bailleur social. C'est pourquoi les associations ont décidé de faire appel dans le courant de la semaine prochaine. Et on passe à la politique maintenant. Depuis un peu plus d'une heure, les listes sont closes pour les élections européennes. Une vingtaine sont soumises à l'approbation des électeurs. À côté des grands partis officiels, il y a un nombre important de petits candidats. Paradoxe quand on sait que la participation devrait être faible pour ce scrutin. Alors pourquoi les candidats se bousculent-ils au portillon du Parlement européen? Les explications de Daïk Odoui et d'Abdel Joudi. Optimiste, la liste Nous Citoyens avait déjà son local de campagne. Urgentissime, tu valides. Il ne lui manquait plus que la validation du ministère de l'Intérieur. C'est chose faite aux alentours de midi. Bon, donc la liste est déposée, ça c'est une Donc vous êtes bonne candidate. nouvelle. Donc je suis candidate. Ce petit mouvement de tendance centriste, créé par le chef d'entreprise Denis Père, a déjà présenté des candidats aux municipales. Il poursuit son ancrage politique. Être candidat aux européennes, cela permet d'avoir accès à la campagne officielle. La campagne est là pour que nous puissions communiquer sur nos valeurs, sur notre projet européen et c'est ce que nous nous attachons à faire. On est là pour porter des messages forts auxquels on croit, qu'il est important de se remonter les manches, de s'engager. Autre collectif de citoyens, mais situé à gauche, la Nouvelle Donne de Pierre Laroux-Turou. Des listes citoyennes, ce n'est pas nouveau, mais elles aiment bien les élections européennes. À un seul tour, le bipartisme est moins important, il y a un peu plus d'espace. On en a marre de subir. Être citoyen, ce n'est pas simplement voter une fois tous les 5 ans pour jeter une équipe. On a le droit de réfléchir et de faire des propositions concrètes. C'est notre avenir. La politique, ce n'est pas le problème de Jean-François Copé ou de Manuel Valls ou de Jean-Marc Ayrault. C'est notre avenir. L'élection européenne, c'est aussi l'occasion de mettre l'accent sur une question précise.
La liste féministe européenne ne veut pas être réduite à la seule question du droit des femmes, mais cette campagne sera évidemment une caisse de résonance. C'est une question d'opportunité. Vous savez, il y a des moments où il y a des femmes et des hommes qui se rencontrent et qui se disent pourquoi pas, allons-y. Et là, il y a quand même une urgence particulière en Europe sur la question du droit à l'avortement. Ambition pour toutes ces listes, atteindre 3%, un objectif politique mais surtout financier. C'est le seuil de remboursement des frais de campagne. En Ile-de-France, une candidature coûte aux alentours de 100 000 €. Et puis un autre éclairage sur ce sujet des européennes avec vous, Patrick Ferrand. Bonsoir. Bonsoir Jean-Noël. Alors pourquoi cet embargo? Pourquoi tant de mystères sur le nombre des listes qui sont déposées ce soir depuis un peu plus d'1 heure maintenant? Bien, les candidatures ne seront rendues publiques que lundi à la mi-journée après vérification par le ministère de l'Intérieur. Aux dernières élections de 2009, il y avait 27 listes dans la région capitale. Il faut 30 noms par liste. Ça fait à peu près 1 millier de candidats à vérifier par le ministère de l'Intérieur. Je vous rappelle que seulement 15 d'entre eux seront élus députés d'Île-de-France par les Franciliens, les Européens inscrits sur les listes électorales et le 1,5 million de Français de l'étranger qui, pour la première fois, sont rattachés à la région capitale. Alors Patrick, on a parlé des petits candidats, des petites listes. Donnez-nous le nom de quelques célébrités qui sont candidates. Écoutez, les stars de la politique ou non se bousculent en Île-de-France. Alors sont annoncés, alors je ne vous dis pas par ordre d'importance bien entendu, alors l'écologiste Corinne Lepage qui est en numéro 3 sur sa liste, l'ex-juge Marie-Odile Berthella-Geoffroy, spécialiste des dossiers de santé comme la vache folle ou le sang contaminé. Le syndicaliste vedette de Peugeot, Jean-Pierre Mercier, sera numéro 2 sur la liste lutte ouvrière. Et puis vous avez les comebacks comme Olivier Besancenot ou peut-être Christine Boutin. Enfin, le journaliste Dominique Jamais et le candidat de Nicolas Dupont-Aignan dans la région capitale. Les seuls à renoncer ont été les chevènementistes qui appellent même à boycotter le scrutin. Merci beaucoup Patrick Ferrand pour cet éclairage sur ces élections européennes. Et puis dans l'actualité également, le préavis des pilotes qui devait toucher principalement Air France. Il a été levé après consultation des élus du principal syndicat. Cette décision fait suite aux engagements pris par le gouvernement en réponse aux revendications formulées depuis 2 ans par les pilotes. Ces revendications portent notamment sur les taxes qui pèsent sur les compagnies aériennes françaises et sur la négociation d'une convention collective. Attention maintenant, certains trains de la ligne C du RER vont être supprimés à compter de ce début du mois de mai en raison de travaux qui vont durer jusqu'au mois de novembre. Des bus de substitution seront mis en place. Le point avec Olivier Chaplet et Daniel Petit-Queno. Par petits bouts chaque été depuis 16 ans, le tronçon intramuros du RERC se refait une jeunesse. Une opération lourde qui nécessitera cette année encore 6 semaines d'interruption du trafic entre juillet et août. Ce sera l'un des 10 chantiers programmés jusqu'à mi-novembre sur divers points d'une infrastructure de 182 km reconnue comme étant fatiguée. Nous avons sélectionné les zones les plus critiques en termes d'incidents. Nous allons avoir du remplacement d'aiguillage, ensuite du remplacement de rails, des RVB, ce qu'on appelle des RVB, donc des remplacements voie-bois-last, remplacement de l'ensemble d'infrastructures voies et des opérations caténaires en particulier. Limiter au mieux l'impact sur le trafic voyageur, ces opérations seront au maximum programmées de nuit ou les week-ends. La SNCF garantissant une continuité du transport pour tous les clients de la ligne. Ça passe soit par les trains de la ligne C qui continuent à circuler, parce que parfois c'est juste des fréquences en moins, soit par une orientation vers d'autres lignes. Par exemple, quand on va avoir des travaux au mois de juin entre Paris et Juvisy, on va orienter nos clients sur la ligne D. Et puis ça passe également par des bus de substitution. Quand on a un tronçon qui est arrêté, on met des bus, soit omnibus, soit direct, soit les deux, en fonction des flux qu'on a à transporter. D'ici à 2020, fin prévue de la modernisation de la ligne C, plus de 300 millions d'euros auront été investis. Et vous pouvez retrouver tous ces détails sur ces chantiers de la ligne C du RER sur notre site internet France 3 Paris. Le ministre de l'Éducation nationale, Benoît Hamon, était à l'école ce matin à Lieusaint, en Seine-et-Marne. Il est venu dans cette école primaire se rendre compte des résultats de la réforme sur les rythmes scolaires. Sur place, Farid Benbekaï avec Philippe Aliès. L'école a évidemment été triée sur le volet. Pour faciliter sa visite, le ministre a naturellement choisi une ville socialiste où les nouveaux rythmes sont en place. Il n'empêche, lorsque Benoît Hamon interroge les enseignants sur le bilan de la réforme, la réponse n'est pas forcément celle qu'il espère. Maintenant, sans coupure, les enfants sont plus fatigués et sont moins attentifs en classe. On sait que pour les enfants, plus on coupe,
plus ça perturbe les capacités de concentration. La question c'est est-ce que vous faites tous la même analyse que madame ? Comme dans 20% des villes de l'Hexagone, c'est l'organisation quotidienne qu'il a fallu repenser. École le mercredi matin, plus temps périscolaire l'après-midi. Et au bout de 8 mois, les parents se disent plutôt favorables, en dépit de la fatigue des enfants. C'est bien organisé. Donc, mais c'est vrai qu'en fin de semaine, on sent qu'ils sont un peu fatigués. Faut juste prendre leur rythme avec. Donc les coucher plus tôt, avoir un rythme assez structuré avec eux, et puis voilà. Mais pour septembre, les choses s'annoncent plus difficiles car il va falloir convaincre les villes, souvent de droite ou sans étiquette, qui refusent la réforme. D'où certains ajustements possibles, comme la limitation à 23 heures par semaine du temps périscolaire. Et dans ce cas, les vacances scolaires seraient plus courtes. Et à ce moment-là, si on passe de 24 heures à 23 heures, de grignoter sur les vacances scolaires pour organiser différemment le temps scolaire, et de réunir toutes les heures de table sur une seule et même après-midi, ce qui permet de mutualiser parfois sur certaines intercommunalités les moyens qu'on consacre justement au périscolaire. Ces propositions seront formalisées le 5 mai lors du Conseil supérieur de l'éducation. Reste à savoir si cela permettra de désamorcer la colère dans certaines communes. Et cela nous amène à 19h12 à suivre dans ce journal un anniversaire sur la scène de l'Olympia dimanche prochain. C'est celui du chanteur Dave, monument franco-hollandais qui soufflera ses 70 bougies. Et puis 70 ans, c'est aussi cette année l'anniversaire de la libération de Paris. Les Invalides offrent une nuit magique et historique rendant hommage à cette page de l'histoire, mais aussi aux soldats de la Grande Guerre de 14.